C'est vrai que cette persévérance, je pense qu'elle est importante dans ce métier. Je pense que si on pense qu'on est avec l'autre pleinement à 100%, peu importe qu'on fasse des erreurs, qu'on soit maladroit, parce qu'on n'est pas parfait, eh ben, on a fait notre job, quoi. C'est pour te dire l'importance d'enlever les masques, si je puis dire, et d'être soi. Bonjour et bienvenue dans le podcast Oser se lancer, le podcast à destination des débutants en hypnose qui veulent commencer à pratiquer rapidement. Dans cet épisode, j'ai l'honneur de recevoir Anne-Sophie Domergue. Anne-Sophie, elle est chanteuse lyrique depuis 25 ans. Elle est également hypnothérapeute et elle a créé des stages hypnose et voix qui ont l'air absolument passionnants. Je pense que ce sera mon prochain stage. On aborde avec elle le sujet évidemment de la voix dans l'hypnose, un sujet qui finalement n'est pas très évoqué. On en parle souvent en gros, en général, jamais vraiment dans le détail. On nous dit de baisser la voix d'un tiers de ton, etc. Mais finalement on ne sait pas très bien comment poser notre voix, ni comment s'en servir. Et pourtant, comme le dit Anne-Sophie, c'est notre principal instrument dans une séance d'hypnose. Ce podcast a été absolument passionnant à enregistrer. On va parler donc de voix, on va parler de la légitimité évidemment, de l'échec. On va parler également de discipline et de détermination qui sont les maîtres mots d'Anne-Sophie. Je vous souhaite une très belle écoute à tous. Et on se retrouve nous sur la page Oser se lancer sur Facebook ou encore sur Instagram. Ok, déjà, merci beaucoup Anne-Sophie pour ce podcast. Merci à toi Anne. Je vais te proposer de te présenter, tout simplement. Ok. Alors moi, je m'appelle Anne-Sophie. Alors, me présenter. Je suis une femme. Moi, j'ai fait 25 ans d'art lyrique, donc de chant, d'opéra. J'ai démarré très très jeune, l'envie de chanter, l'envie de crier à la base en fait. Donc c'était quand même le chant comme une vraie thérapie pour moi. Je viens de Poitou-Charentes, donc j'ai fait la fac de musicologie à Poitiers, exactement où je suis née. Et puis je suis montée à Paris assez rapidement parce que je voulais être chanteuse en fait très très tôt. À l'âge de 15 ans, je voulais être chanteuse professionnelle et dans l'opéra. Pourquoi l'opéra, je ne sais pas trop. Ma grand-mère chantait donc quand elle était jeune. Il y a certainement un peu des gènes, mais je voulais travailler ma voix surtout. Je voulais trouver des sons et explorer mon corps en chantant. Voilà. Donc, je suis montée à Paris, je suis rentrée au conservatoire d'Aubervilliers où j'ai eu mon premier prix. Et puis, je me suis mariée très jeune aussi. Je me suis mariée à 23 ans. Je suis toujours mariée depuis 21 ans maintenant. Et j'ai une fille de 19 ans. Voilà. Avec un mari qui est musicien, batteur, professionnel et percussionniste. Et puis, comment j'en suis venue à l'hypnose? C'est suite à une dépression, en fait. Suite à une dépression, en 2007, j'ai commencé à plus du tout avoir envie de chanter. Je ne savais pas trop ce qui m'arrivait. Enfin, voilà, plus le goût à chanter. Et surtout, j'ai sombré dans l'anorexie. J'avais déjà fait une anorexie très grave à l'âge de 15 ans, où j'ai failli mourir, clairement, donc hospitalisée, etc. Et en 2007, j'ai récidivé. Avec vraiment des idées suicidaires, etc. J'ai fait 2 tentatives de suicide d'ailleurs, 2008 et 2009. Donc, je suis allée dans des cliniques un peu partout et 4 mois à Sainte-Anne. Donc, 4 mois enfermée à Sainte-Anne, donc je garde un souvenir terrifiant. Voilà, on était traités comme des chiens, c'était une prison, une véritable prison, mais il fallait certainement que j'en passe par là. Hein, voilà. Bon, j'étais très, très médicamentée aussi. Donc, j'avais des médicaments qui m'ont poussé un peu au suicide, il faut dire, parce que j'étais un vrai légume, aucune émotion, rien. Et puis, j'ai fait beaucoup de thérapies donc, traditionnelles, hein, psychothérapie, analyse 3 fois par semaine pendant des années, à comprendre pourquoi j'en étais là. Et en fait, ça ne changeait pas mes symptômes, ça ne changeait pas ma souffrance. Je comprenais plein de choses, mais ça me brassait. Et rien qui changeait, en fait. Je souffrais toujours autant. Donc, un jour, mon mari rencontre une musicienne qui lui dit, tu sais, moi, je vais voir une hypnothérapeute, ça me fait beaucoup de bien, j'ai plus d'angoisse, etc. Et mon mari, il me dit, est-ce que tu veux essayer? Je lui dis, vas-y, toi d'abord. Le courage. Voilà. Et puis après, voilà. Donc, j'ai laissé revenir. Il a fait mine qu'il était un peu sonné, etc. Mais il m'a dit, elle va te plaire. Okay. Donc, je suis allée voir cette femme qui ensuite a été ma formatrice. Parce que moi, je n'ai pas fait d'école, je n'ai pas fait l'art, je n'ai pas fait d'école spécifique. Donc, cette femme m'a
est vraiment une femme, je dirais, un peu barrée, un peu, voilà. Elle vit dans son trou en Aveyron, elle veut voir personne, elle a pas d'eau, pas d'électricité, enfin, vraiment, c'est une sorcière un peu, hein. Mais elle a eu une influence sur moi, sur ma vie, extraordinaire, vraiment. En 10 mois, déjà en 4 mois, j'avais plus de crise de boulimie parce que je faisais des crises vomissements répétés, etc. Plus rien, plus l'envie de ça. Et puis en 10 mois, c'était une métamorphose assez bluffante, avec reprise de poids, etc. Et donc, elle m'a dit, est-ce que tu veux que je te forme? Bon, j'ai réfléchi un peu parce qu'il y avait un coût quand même, ça coûtait un peu cher. Et puis j'ai dit oui. J'ai dit oui, et pendant 2 ans, un week-end par mois, on était un petit groupe de 7. Et donc, on se retrouvait pendant donc 2 jours. Et il y a eu 3 sessions de 10 jours, donc assez intenses, dans des lieux très naturels, d'ailleurs, près de la nature, etc. Et donc, on a continué le travail sur soi, tout en étant formé, avec vraiment plein de choses super. Moi, j'ai tout de suite pratiqué. Je me suis dit, tiens, je vais m'entraîner tout de suite sur ma famille, sur mes proches, sur mes amis, voir si ça marche. Et puis, j'ai eu des super retours tout de suite. Donc, je me suis dit, il y a peut-être quelque chose là. Puis, ça me plaisait surtout. Ouais. Ça, Déjà, ça fait génial. une sacrée formation, en fait, du coup, parce que Ouais. un week-end par mois pendant 2 ans, Pendant plus 2 ans. les 30 jours. 10 jours, voilà. Ah, Et ça fait, ensuite, parce qu'il n'y avait pas de papier, il n'y avait pas de certificat à l'issue de ça, je me suis dit, il faut que je fasse une école. Donc, j'ai fait le CERFPA à Nice, ce qui est une école par correspondance. Ok. Voilà, où là, j'avais des cours par correspondance, mais pour moi, c'était les doigts dans le nez parce que les connaissances de base, je les avais. Et ensuite, il y a eu 3 stages de 5 jours là-bas à Nice. Donc, j'ai fait les 3 stages de 5 jours. Et à l'issue de ça, j'ai eu mon certificat de maître prate. Voilà. Donc, j'ai pas attendu trop avant de m'installer, en fait. Ça a été très, très rapide parce que comme ça marchait sur mes amis, bon, je me faisais pas payer au début, mais mes copines, elles me faisaient des petits cadeaux en retour, etc. Et puis, elles me disaient, mais c'est bluffant, là, il se passe plein de choses. Bon, d'accord. Et un jour, je suis allée voir ma kinésio. J'avais une kinésio qui m'aidait, mais la kinésio, pour moi, c'était pas assez fort. Enfin, j'aimais bien ça, mais bon, ça allait pas assez profondément. Mais c'était en juin 2015, je me rappelle, et elle me dit, je te mets au défi de trouver un cabinet sur Paris en septembre. Waouh! J'aime bien les défis comme ça. Ah, j'adore. Donc, du coup, je l'ai bien écoutée. Puis, je lui ai dit, mais elle a raison, en fait. Bon, elle a raison. Tant pis si j'ai personne, mais je vais chercher. Donc, j'ai commencé à chercher. Le premier que j'ai trouvé sur les annonces, c'était Caducée, tout ça. Là. J'ai eu un coup de cœur. Je suis allée visiter. Gros coup de cœur. En fait, j'en ai vu 2 autres après, mais c'était le premier qui était le bon. Donc, en plein cœur de Paris, Châtelet. Je me dis, personne ne me dira que c'est trop loin. Au moins, c'est en plein milieu. J'ai pris un truc super wow. 2 jours par semaine déjà, parce que les loyers étaient quand même chers. Et puis, j'avais pas forcément du monde. Hein. J'ai pas attendu d'avoir mon carnet rempli de rendez-vous. J'ai dit, je vais les attendre. Ils vont venir. Ah, et donc puis, en fait, tu avais une espèce de confiance de... ouais, j'ai pas eu de mal à m'installer, en fait, parce que j'aime bien, moi, me lancer des défis, en fait. Ouais. Bon, c'est vrai qu'en étant chanteuse sur une scène, les défis, ça y va quand même. Hein. J'ai Ouais, ce que vécu j'allais dire, des... j'allais rebondir sur le fait que t'es montée super tôt à Paris. Ouais, Euh, à 20 ans. ouais. Et je sais pas, enfin, comme on est sur le podcast Oser se lancer, tout de suite, moi je Oui. dis, mais t'as pas eu peur ou comment... En fait, si, parce que c'est très aléatoire le métier d'artiste, en plus intermittent du spectacle. Si tu fais pas tes heures, t'as pas d'essai, t'as rien. Donc effectivement, je suis montée à Paris, mais c'était tellement un rêve en fait. Ouais. Moi, la Tour Eiffel, Paris pour moi, c'était ma ville, quoi. Fallait que je monte. Donc si, j'ai eu peur parce que je suis bourrée de trouille, moi. Hein. Je suis bourrée de trouille. Je suis une anxieuse, une angoissée. Mais j'en fais quelque chose, je crois, parce que je saute en fait. Je dis bon, on verra bien, et j'y vais. Et Et ça puis marche. après, bah ouais, ça marche. Même si je vois rien, en fait, j'y vais. Okay. Alors je me suis pris des gadins, attention, hein, je suis pas. J'ai fait des expériences, voilà, qui n'ont pas été concluantes par rapport à ce que mon mental attendait aussi, parce que je me suis fait des scénarios. Mais en fait, je me dis bah c'est comme ça, c'est pas grave. Je vais me relever et puis on va changer de tactique, on va faire autre chose. Ouais. Mais au niveau du chant, en tout cas, non, ça a été une persévérance. Et puis voilà, j'ai montré mon caractère aussi. Et puis j'étais sur scène facilement.
pendant Ok. 25 ans. Ouais, du coup, ça a dû bien t'aider, cette persévérance dans l'hypnose aussi. Le fait de Énormément. t'installer et puis te dire, bon, bah voilà, de toute façon, ça va venir, quoi. Exactement, ça va venir. Je me souviens encore du premier qui est venu me voir. C'est aussi le dernier qui est venu me voir dans ce cabinet. C'est très étonnant. Ça a été le premier et le dernier, parce que je suis restée 2 ans à Châtelet. J'ai changé de cabinet. Là, j'en suis dans 2 différents, 14e et 16e. Et, ouais, c'est vrai que cette persévérance, je pense qu'elle est importante dans ce métier. Disons, si on attend beaucoup les résultats, hein, ça c'est toujours ça, c'est les résultats, surtout quand quelqu'un vient pour perdre du poids ou pour arrêter de fumer, il y a un résultat très très concret qu'on attend. Et quand il n'est pas là, je dis, mince, j'ai raté. C'est un peu ça, c'est mince, j'ai raté, ou j'ai pas fait bien mon truc. Puis en fait, ça, je l'ai vite évincé parce que je savais en formation, c'est toujours ma formatrice qui me revient parce qu'elle est exceptionnelle, elle me disait toujours, il y a certainement des nœuds invisibles derrière qu'on ne soupçonne pas, qu'on ne voit pas forcément. Et ça dépend pas de toi, ça dépend pas du praticien, quoi. Ça dépend de la personne, elle est peut-être pas, il y a peut-être autre chose avant, il y a peut-être autre chose par-dessus. Mm. Donc j'ai vite dédramatisé, voilà. Après, il y a une dame, je me souviens, elle voulait perdre du poids. Effectivement, elle n'a pas perdu de poids avec moi, mais elle a retrouvé une énergie incroyable. Ouais. Et ça, on a bougé autre chose, quoi. Elle était très contente de cette énergie. Et au bout d'un moment, j'ai dit, écoutez, on va peut-être pas continuer ensemble. Je pense que je suis pas la bonne personne pour vous, donc je vous envoie à d'autres personnes. Elle n'était pas contente, hein. Ok. Mais en même temps, les personnes avec qui ça n'a pas marché, c'était que je m'entendais pas avec elles. Il n'y avait pas un bon feeling aussi. Tu le savais dès le départ, ça? Tu le sentais à la première séance Ah qu'elle ouais. venait que ça passait pas? Ah ouais, c'était surtout des mecs, mais elle était vraiment dure, quoi. C'était une proviseure de lycée, je me rappelle. Elle était dure avec moi, elle était genre, allez-y là, Faites montrez-moi votre votre truc. baguette magique. Oui, et puis elle voulait rien faire, elle voulait pas participer à la séance, hein. D'accord. Genre, endormez-moi et puis faites-moi maigrir, quoi. Mm. Wow. Et puis surtout, pour l'arrêt tabac, j'ai eu plein d'hommes très insolents, vraiment très très insolents avec moi, les bras croisés, jambes croisées. Ouais, ouais, rigole toujours avec ta petite tactique, là, ça ne marchera pas. À me démonter comme ça. Donc, je savais que ça allait pas marcher, Ok. déjà. Et ça, c'est des choses où t'en fais quelque chose dans la séance ou du coup ton truc, c'est plutôt de renvoyer et de dire, bah c'est bon, moi je vais pas me faire chier avec ça. Non, j'en fais quelque chose, Ouais. parce que je suis persévérante, on revient toujours Ouais. à ça. Ben oui, je vais jusqu'au bout. Je me dis, ah non, pourquoi il me parle comme ça, quoi? Mm. Qu'est-ce qui fait qu'il me parle comme ça et qu'est-ce qui fait que chez moi, ça génère un stress? Parce que tout de suite, moi, j'arrivais pas trop à être dans l'état optimal, quoi. Ça me sortait de l'état d'hypnose, ça me faisait réfléchir. Je me suis dit, quand Mm. ça passe par ma tête, c'est mort, là. Donc, en fait, ben, je me remettais en question, mais j'aime pas faire des séances comme ça, en fait. J'aime pas parce que ça passe par la réflexion. Et pour moi, l'hypnose, c'est pas de la réflexion. Ouais, c'est quoi pour toi l'hypnose? Ben, pour moi, l'hypnose, c'est une démarche d'amour par le cœur. Ok. Voilà. C'est un ressenti profond, intense, une connexion intense avec la personne, donc un rapport à l'autre extrêmement fluide, fort et profond, voilà. Mhm. Et ça ne doit pas passer par le mental. Je ne dois pas calculer, en fait. Ok, c'est intéressant ce que tu dis. Je regardais là le live, je sais pas si tu l'as vu, de Philippe Miras et Jean Dupré. Ils se sont fait un petit trip live la semaine dernière à parler à partir dans tous les sens. Ouais. Et à un moment, il parle justement de cet amour profond dans la Ah ouais. séance. Et où Philippe dit, oula, mais moi je veux même pas entendre parler d'amour, ça peut aller trop dans des Mmh. sens particuliers quand on parle d'amour profond, de machin. Donc moi, c'est pas un mot que j'emploie dans mes Ouais. séances ou quoi. Ah bah chacun après Ouais. sa définition du mot amour, hein. Moi, j'ai jamais eu de problème avec aucun homme. Je veux dire, il y a pas eu de choses qui ont montré. Voilà. Amour, pour moi, c'est vraiment être avec l'autre, D'accord. être lié, mais il n'y a que cette personne qui compte pour moi pendant 1 heure, quoi. Mhm. C'est la seule personne au monde qui existe, c'est la personne. C'est tous les Ok. mots qu'elle me dit, tout ce qu'il y a derrière ces mots. Donc, je suis complètement avec elle. Et c'est ça Ouais, pour moi l'amour, hein. C'est pas ah, je vous aime d'accord. tellement que vous allez voir. Non, non, je suis pas du tout mielleuse. En plus, j'ai tendance à être un peu cash quand il faut être cash. Et puis, mais ça n'empêche pas l'amour. Et puis, quand je suis cash, j'explique bien que c'est au mental que je parle aussi. Pour que la personne ne se sente pas agressée ou quoi que ce soit.
Ok. Donc toi, dans l'idée où justement toi tu lâches ton mental, c'est que t'es plus dans le ressenti du lien à Ouais, l'autre, que c'est l'autre qui existe pour toi dans la séance, et voilà. plus toi. Bah non, moi, ça, c'est intéressant ce que tu dis parce que aussi, je suis là sans être là, c'est-à-dire que je pense qu'il faut toujours une attention à son corps, Ouais, et c'est là d'accord. où la voix peut être importante, certainement d'ailleurs, c'est-à-dire que si j'ai soif, je veux dire, on n'est pas complètement absent à ses Ah ressentis, non, parce que sinon, non. plusieurs Et même à séances ton de... mental d'ailleurs. C'est difficile d'être complètement absente de tes Oui, pensées, de tes projections. oui, oui, et encore, ça, c'est pas le plus dur, je trouve. Hmm. C'est plutôt, je me ramène parfois à mes sensations, je dis, attends, là, j'ai froid, là j'ai soif, je m'arrête, je fais silence et je bois, je prends un pull si j'ai froid, voilà, je fais attention aussi à mon corps, quoi. Après, le mental est peut-être moins là, mais c'est vrai qu'il y a des projections, forcément, surtout quand la personne arrive avec des problématiques qui me concernent aussi ou qui font écho à ce que j'ai vécu. Ok. Et voilà. Et après, il y a eu toute alors cette histoire pour continuer dans ma présentation de voix, c'est-à-dire que je me suis dit qu'est-ce que je peux faire pour continuer à chanter parce que je voulais pas complètement laisser tomber le chant Ouais. suite à cette dépression. Euh, le chant, c'était quand même l'expression pour moi la plus facile, quoi, l'expression de qui je suis. Donc j'ai comment je peux mêler les deux. Et puis il y a une femme qui était directrice d'une association qui m'a dit est-ce que tu voudrais bien faire un atelier chant hypnose. Oh, bah, je dis Mhm. ça c'est une super idée. Donc j'ai fait ça pendant 3 heures un après-midi à Paris. Et puis c'était super, les gens en redemandaient, ils trouvaient ça trop court, mais avec le chant, hein, avec la voix chantée et l'hypnose. Bon. Ensuite, je suis allée à côté de Lyon, j'avais 21 personnes, je me souviens, pendant un après-midi, pareil, et ça crée des choses incroyables. Donc, je me suis dit, il y a quelque chose à voir avec la voix, mais les Mhm. gens ont peur de chanter, les gens n'aiment pas chanter. Puis moi, je ne suis pas prof de chant, j'ai jamais aimé être prof de chant, donc je me suis dit, la voix, il y a tellement d'aphonie, de gens qui sont aphones, qui ne savent pas placer leur voix. S'ils n'ont plus de voix, ils ne peuvent plus travailler, quoi. Donc, comment Tout à ils fait. font? Et là, on n'a plus de travail. Et là, du coup, on se rend compte que la voix, elle est vraiment importante, y compris au téléphone. Mhm. C'est-à-dire que moi, je ne veux pas prendre d'Autolib ni quoi que ce soit parce que je veux parler aux gens et je veux entendre, moi, non seulement leur voix, mais je veux qu'eux, ils entendent la mienne surtout. Tu penses qu'il y a quoi C'est, qui passe à travers ta voix? eh ben, moi, je fais passer le rapport déjà, Ouais. je suis sûre, à au moins 50-60%. Il y a Ok. déjà le travail qui est fait à 50-60%. Je fais passer beaucoup de joie dans ma voix. Je Ok. fais passer beaucoup d'expressivité. Je souris au téléphone. Et je trouve ça, c'est primordial pour moi de sourire. Donc, d'avoir une voix qui sourit. Et, euh, et les gens, ils adorent. Ça les met en confiance. Mm. Une voix assurée, une voix placée. Bon, voilà, placée, c'est-à-dire une voix qui est placée au niveau du bas-ventre et pas placée là, Mhm. alignée, une belle posture en téléphonant. Même s'il ne me voit pas, je prends la posture d'une chanteuse, quoi, mais en Ouais. parlant. Comme t'as là, en fait. Ouais. Oui, oui, parce que sinon, là, si je parle, tu me fais parler 3-4 heures, comme ça, je tiens, Mm. tiens bon. Par contre, si je suis toute comme ça, c'est sûr que là, déjà la voix n'est plus pareille, mais en plus, il y a des graillons dessus. Et là, je vais tenir. Arrête, c'est horrible, moi je me tiens comme ça. Ah, attends, je me redresse. Et oui, tu vois, où les coudes, même, les coudes appuyés, bah, ça crée une déformation au niveau de l'appui vocal qui fait qu'on s'appuie là où il ne faut pas. Puis on a tendance à être généreux, donc on a tendance à avancer la tête pour donner, mais en fait, non, il faut juste la réaligner, la reculer. Et voilà, tu t'entends, là, la voix, elle est beaucoup plus centrée, posée. Voilà. Ok. Et avec le sourire. Ok, donc déjà au téléphone, toi, Ouais. c'est sûr que tu es en train de créer le Tout de suite, rapport sur le allô, à fond. allô, tout de suite un allô qui ouvre quelque chose. Et pour moi, c'est un rapport déjà essentiel. C'est pas, je suis pas une thérapeute. Je veux dire, faut pas que la personne imagine que je suis au-dessus d'elle ou que je suis la personne qui va la sauver. Je suis comme elle. Je suis un être humain. C'est des Donc, choses que toi, tu as pu ressentir, ça? À un moment, si tu as envie de sauver l'autre, ou te sentir des fois un peu au-dessus, ou... bah, disons, quand on est victime de choses graves, comme moi dans Mm. l'enfance, hein, où vraiment j'ai subi des choses horribles, bah, je pense qu'au bout d'un moment, on a envie de faire l'inverse. Ouais. D'être sauveteur, c'est normal. Puis je crois que je ne ferais pas ce métier si j'avais pas envie d'être sauveteur, quoi. Mais en fait, je me dis, c'est comment dire, j'aime bien quand les gens me font des bons retours. Ça, c'est évidemment, c'est Mm. gratifiant, hein, c'est flatteur. Et en même temps, quand il n'y a pas de bons retours, ben, ça m'atteint pas. Enfin, ça m'atteint plus. Peut-être ça m'a.
chagriné un peu au départ parce qu'on tâtonne, hein, mais maintenant, je me dis, OK, ça ne dépend pas de moi, quoi, ou ça ne dépend pas que de moi. Okay. Moi, j'ai fait ma part du boulot, elle a la sienne, c'est peut-être pas le moment, ça va peut-être venir plus tard, et je lâche, quoi. Voilà. Tu l'as appris ça à lâcher ou c'est quelque chose que tu avais déjà assez facilement? Parce que moi, tu vois, par exemple, c'est un truc que j'ai assez facilement lâché, même peut-être des fois trop, Ouais. parce Oui. que du coup, je prends plus ma responsabilité de Ah praticienne. oui. Tu vois, ça a pu m'arriver de ça, de lâcher, de aller voir quelqu'un d'autre parce que j'avais juste pas envie Ouais. de me casser la tête, en fait. Et je sais que pour des stagiaires que j'ai, ben, c'est plus compliqué de lâcher. Ben, je vais te raconter une chose. Je pense qu'au début de ma pratique, au bout d'1 an seulement, donc toute jeune, hein, tu vois, je n'étais pas encore installée. Attends, j'étais tout juste installée à Châtelet, je crois, tout juste. Au mois d'août, j'ai suivi un alcoolique pendant 6 mois à peu près, un alcoolique dépressif, vraiment très très mal. Et il s'est pendu. Mm. Il s'est pendu au mois d'août. Bon, donc évidemment, ça m'a fait quelque chose de le savoir, de l'apprendre, parce que tu te dis toujours, bah voilà, j'ai pas réussi, machin. Mais 2 mois plus tard, rebelote avec un musicien qui m'avait harcelé, comme quoi il voulait que je change sa copine. Enfin, c'était même pas sa copine, c'était une femme dont il était amoureux. Il voulait que je fasse en sorte qu'elle devienne amoureuse de lui. Et donc, il me bassinait de mots, mais toute la journée, jusqu'à un moment où j'ai dit, écoute, stop, j'ai une vie de famille aussi, moi, stop, arrête, s'il te plaît, je ne peux pas changer l'autre, déjà, je peux pas, je suis pas une magicienne, ça n'existe pas, voilà. Et il est allé se pendre juste après mon mot. Donc, vraiment, 2 mois après, 2 pendus comme ça. C'était un gars, en plus, très attachant, puis jeune, quoi, il avait 40 ans, bon. Donc, et là, je me rappelle que je suis allée tout de suite dans la piscine. Je suis allée à la piscine direct. J'avais besoin d'eau, j'avais besoin de. Et quand même, pendant une semaine, j'étais pas bien, quoi. J'étais pas bien, donc j'ai eu du mal à lâcher. Je me suis sentie un peu coupable, mais pas trop non plus, parce que je me suis dit, tiens, voilà, tu t'es protégée, quoi. Tu as mis un cadre. Mm. Et lui, ben voilà, il a fait son choix. C'était seulement juste après mon mot, donc forcément, ça brasse, quoi. Et ça, c'était au tout début. Donc, je peux te dire, avec ça, déjà, tu es bien formé. Et tu te dis, bon, bah, peut-être lâcher un petit peu, quoi. Toi, tu fais ce que tu peux, avec le jour J, déjà, ton état du jour, avec la personne, ce qu'elle t'amène. Euh, je pense que si on pense qu'on est avec l'autre pleinement, à 100%, peu importe qu'on fasse des erreurs, qu'on soit maladroit, parce on n'est pas parfait, et ben, on a fait notre job, quoi. Et Mm. puis, juste être fier de ce qu'on fait, satisfait, et puis voilà, c'est comme ça. J'ai Ouais. remarqué aussi que les jours où je suis plus fatiguée, ben, je fais des meilleures séances. Qu'est-ce qui t'a fait c'est quoi le lien que t'as fait du coup? Et ben, c'est le lien, c'est que je réfléchis quasiment plus, quoi. Ouais. J'ai encore plus d'intuition, encore plus de ressenti, parce que j'ai plus de cerveau. Quand je suis fatiguée, je dis, voilà, aujourd'hui, je sais que je vais faire des super séances, parce que, bon, je dis pas qu'il faut être fatigué à chaque fois, mais j'ai remarqué ça. Arriver épuisé à vos séances. Ouais. Mais j'ai remarqué que c'était plus facile, et il y avait moins de calculs, quoi. Mm. Moins de projections, bon, après, c'est inconfortable, parce qu'après, on est encore plus crevé sur l'après-coup, mais dans le chant, ça me faisait pareil sur scène. Quand j'étais fatiguée, c'est là où je faisais des prestations géniales. Géniales. Je lâchais des trucs, en fait. Ouais. Combien de fois on m'a dit pour des rôles de lâcher ce côté petite fille scolaire qui fait bien son taf. Là, tous les artistes, ils sont comme ça. On cherche la perfection, hein, nous. Donc, voilà. Et puis, je me souviens d'une fois, je m'étais bien coiffée pour un premier rôle quand même. Je tenais 2 heures et demie sur scène, non-stop. Hein, chanter et parler en même temps, italien, français, etc. Et je m'étais fait une belle coiffure avec les cheveux remontés. Et le metteur en scène est arrivé. Il m'a tout décoiffé. Il dit, bon, allez, vas-y comme ça, paysanne. T'es une paysanne, hein, t'es pas... Et ça m'a changé mon interprétation du rôle. Mm. Ça a enlevé le côté je veux bien faire. Voilà. Et ça... Je trouve ça Ouais, génial. Je te coupe, je suis désolée. Parce que non, du je t'en coup, prie. j'y pense là et je me dis, ah, trop bien. Euh, Est-ce que tu penses qu'on joue des rôles en séance de thérapeute, et qu'on interprète un certain rôle? Ouais, Et je pense. si oui, est-ce que c'est important d'enlever les rôles et d'essayer d'être le plus à nu possible ou de juste choisir le bon rôle pour nous? On interprète des rôles tout le temps.
déjà dans la vie. Je pense qu'on se met des masques tout le temps et on veut même prendre des voix. Il y a quelqu'un qui me pose une question, est-ce que c'est bien de prendre la voix de tel chroniqueur ou plutôt de tel chanteur pour plus d'efficacité en hypnose? Quelle voix faudrait prendre? Mais en fait, tu prends ta voix, quoi. Et ouais, c'est pour te dire l'importance d'enlever les masques, si je puis dire, et d'être soi. Je sais que Laurent Bertin, il parle beaucoup aussi d'être authentique. Ouais. Et plus on est vrai et naturel, et là, comme on fait là en ce moment, c'est du freestyle, je veux dire, c'est l'impro. Et je pense que l'hypnose, c'est de l'impro aussi, quelque part. Et moi, je n'avais pas du tout l'habitude de ça, puisque moi, j'ai fait 15 ans de piano où il fallait que j'interprète pile les notes qui avaient marqué sur la partition. L'opéra demande une perfection, mais extrême. Genre, tu fais une fausse note ou tu te trompes de mots. Le lendemain, dans les critiques, dans tous les journaux, tu as la fausse note et voilà. Donc, c'est compliqué d'être soi, quoi. C'est compliqué d'être à la fois de lâcher, à la fois d'enlever le masque et de faire bien. Mais plus je suis moi-même et meilleures sont les séances. Mais je pense que c'est une recherche de toute une vie aussi. Hein. Ouais. Et puis ça a dû vraiment t'aider, en fait, finalement, l'opéra, d'aller dans l'excès de rôle comme ça, de perfectionnisme, et puis en plus, ça a dû te blinder contre la critique extérieure. Je projette à fond là, hein, mais... Ah oui, je m'en suis pris plein de claques. Je me suis pris des grosses claques. Et c'est sûr que là, le jugement extérieur, du coup, tu te dis, bon, ça va, quoi. Peu importe, quoi. Peu importe. Moi, je sais que j'ai fait de mon mieux ce jour-là. En plus, imagine, ce jour-là, tu n'es pas en forme ou tu es malade, tu fais avec, quoi. J'étais souvent malade sur scène, maintenant. Il fallait que je fasse rire 2000 personnes sans micro, vas-y. Ouais. Donc, en séance, je pense que c'est pareil. Oui, on doit se mettre des rôles parce que, encore une fois, ça dépend de l'état du jour. Donc, imagine, tu as une mauvaise nouvelle, mais un truc horrible qui t'arrive. C'est dur de sourire face à quelqu'un qui va mal en face c'est compliqué, ça. Donc, parfois, ça m'arrive quand je sens que l'autre, ça coince chez lui, ça m'arrive de parler de moi, de parler vrai et de dire d'où je viens juste pour être d'égal à égal avec l'autre et de faire tomber le masque du praticien qui sait mieux et qui sait bien et voilà. Ouais, parce qu'on a cette posture, en fait, de base nos clients nous mettent là-dessus sur... Même pour les débutants, hein, et ce que j'essaie de t'expliquer, c'est que personne ne sait que vous êtes débutant, à part vous, en fait. Donc, ils vous mettent déjà dans un rôle de sachant. Donc, attention à ce qu'on joue, nous, dans ce rôle. Parce qu'il peut nous faire très plaisir, en fait, ce rôle. Tu l'as dit, moi aussi, c'est un truc, le sauveur, ça fait... On aime bien hein, quand quelqu'un nous dit « Ah, vous avez changé ma vie, waouh !» Bah oui, c'est gratifiant. Pour l'ego, c'est super. Bah oui. Ça m'est déjà arrivé de me mettre... je fais très attention à être physiquement à la même hauteur que la personne, voire même un peu en dessous. Ça m'est déjà arrivé d'être assise par terre et de laisser l'autre sur le fauteuil. Parce que sinon, j'impressionnais trop, ou je sais pas, il y avait un truc qui faisait que l'autre me considérait comme son sauveur et je voulais pas ça. Ah, c'est intéressant que tu aies joué du coup sur les postures physiques. Ouais, comme au théâtre en fait. Ouais. Comme au théâtre. Et donc, c'est ce que je fais dans mes stages. Oui, j'allais rebondir du coup dessus en disant on n'a pas fini, mais que tu fais des stages voix. Des stages sur la voix et l'hypnose, mais qui sont très liés au corps, à la posture aussi, du praticien, à la... le fait qu'on joue des rôles ou pas, et être vrai, quoi, avoir sa vraie voix à soi, où elle est sa vraie voix. Et on n'est pas obligé de parler avec sa gorge, parce que tout le monde sait que les cordes vocales sont dans sa gorge, mais dans mes stages, je fais parler avec une autre partie du corps, celle qui me vient aussi, c'est pareil, j'essaie de ne pas réfléchir du tout dans ces stages-là, mais de vraiment me fier à mon intuition et de faire en sorte que la personne trouve un alignement, une assurance, une affirmation de soi, et puis surtout, comme sur scène, de tenir l'autre en haleine tout le temps, puisqu'on est quand même le leader, de tenir, par exemple, un public, ou même quand tu regardes un politicien qui parle à la télé, je vois et je sais et j'entends s'il a bien travaillé son texte ou pas. Dans le sens où quand la voix tombe et qu'on n'entend pas à la fin des mots, mais c'est qu'il n'a pas bien bossé son texte. Et quand on parle en l'écoutant, c'est qu'on n'écoute pas.
Donc, pour tenir la personne et pour qu'elle puisse se faire son imaginaire, il faut suspendre comme ça. Et donc, comme au téléphone, allô, avoir une voix expressive, une voix enjouée, posée, mais toujours avec une espèce d'interrogation qui laisse la porte ouverte à l'imaginaire de l'autre. Ah, mais c'est génial parce que tu me captures complètement dans ce que tu fais. Ouais. Alors là, moi, je te regarde avec des yeux de poisson. Mais c'est génial, tu m'embarquerais. C'est ça. Mais sur scène, tu regardes un comédien et je peux te dire que si sa voix tombe toutes les phrases, le public, il va s'ennuyer, il va partir, ou je sais pas, il va regarder sa montre, il sera pas en état de transe. Par contre, s'il laisse comme ça la voix avec une suspension, et ça, on travaille beaucoup dans mes stages. Chacun avec sa voix, bien sûr, va amener cette suspension pour laisser la place à l'autre. Tu vois, toi, si tu es capturé, bah, c'est bon, c'est gagné. Et tu te fais ton chemin dans la tête. Ouais. Et du coup, ça m'amène. La question, c'est est-ce que on peut quand même rester naturel tout en faisant attention à notre voix et à la laisser comme ça, voilà. Ou est-ce que bah, c'est hyper compliqué, enfin, tu vois? Oui. Pas clair, mais vas-y. Oui, je comprends ce que tu veux dire. Bah, c'est un retour à soi, un peu, comme je te disais tout à l'heure. C'est des va-et-vient à soi, en étant. Tu es avec l'autre, et en même temps, tu es quand même attentif à ton corps, ta posture, ta voix. On entend sa voix à l'intérieur, on entend comment on la dirige. Et je pense que c'est se faire confiance déjà. Et de l'entraînement, bien sûr, il y a un peu d'entraînement. Il y a un peu de. Moi, j'ai chanté, j'ai travaillé ma voix pendant une dizaine d'années avant que soit formée, etc. Pour les grands rôles que j'ai faits en 2006-2007, juste avant ma dépression, j'étais au sommet de ma carrière. Là, il y a du travail. Hein. Il y a du travail pour capter les gens et l'émotion aussi dans ta voix que tu vas amener. Il y a quelque chose de super dans le rapport à l'autre, c'est de parler comme l'autre. Donc, ça développe l'écoute. C'est-à-dire parler sur un ton de voix qui c'est-à-dire, tu sais, des fois, tu as dû rencontrer aussi des gens, toi, qui parlent très, très fort. Oui. Très fort. Très, 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 très vite. Alors du coup, moi, je parle très, très fort et très, très vite aussi au début. Et puis après, je me calme. C'est ça. Mais c'est exactement ça qu'il faut faire. C'est-à-dire que tu te colles à l'autre. Et puis, ça m'est arrivé de faire carrément l'inverse aussi, espèce de truc qu'il faut rupture de pattern, genre rupture. La personne parle très, 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 très fort parce que je sens qu'il y a un vrai besoin de parler. Donc, elle y va, elle déballe son truc. Je laisse. À un moment, il y a un grand silence. Et moi, je lui parle comme ça. Vous vous rendez compte que vous parlez très fort? Et là, non, je ne me suis pas rendu compte. Et là, elle baisse. Et puis, c'est génial. Et après, hop, je l'emmène comme ça, je recommence un peu plus fort. Et l'échange de ton de voix, c'est super. C'est excellent, ça. Non, mais c'est hyper intéressant. Et je me dis que ça doit vachement développer en plus l'écoute. Oui. Alors moi, c'était un truc que je faisais beaucoup. J'ai commencé par la PNL, moi. Donc, on faisait beaucoup attention à ça. Et je me rappelle, j'avais fait un stage avec Jonathan Bell-Legroux là sur Hypnose et Sport, et il nous faisait faire une séance au téléphone parce qu'on était tous là. Oh ben non, au téléphone, on peut pas. Et de développer, c'est juste l'ouïe, de faire attention à tous les timbres de voix, quand ça s'arrête, quand il y a un mot qui commence, qui est pas fini. Et ben c'était hyper intéressant et ça a beaucoup changé ma pratique, moi. Ah oui, c'est génial. À la limite, on serait aveugle. Ça. Ce serait incroyable, la puissance des séances. Ça m'est arrivé aussi de me retourner, faire une séance dos à la personne. Oh, génial. Un peu mode psychanalyse. Oui, c'est ça. Mais c'est-à-dire que du coup, moi, j'ai les yeux fermés. Et puis, attends, en 2020, pendant les confinements, j'ai fait des séances par téléphone sans voir la personne. C'était incroyablement fort et puissant. J'étais complètement les yeux fermés dans son truc, dans sa voix, dans sa respiration que j'entendais, je percevais. Et ça a vraiment eu des effets waouh, quoi. Les personnes, elles veulent plus que ça maintenant. Et je me dis, c'est super de jouer avec ça, en fait, de jouer avec nos sens. On n'a pas que les yeux, on n'a pas que... pourquoi regarder, oui, s'il y a des signalings, etc. Oui, et moi, je suis presque plus auditive, en fait, que visuelle. Peut-être parce que je chante aussi. On s'en serait douté. Voilà. C'est vrai que je suis moins visuelle, j'ai moins besoin de voir. Non, après, tu as développé aussi ce sens-là. Moi, je suis pas très... j'aime pas trop ces trucs de on est visuel, on est auditif. Je pense que ça dépend vraiment d'un contexte. Oui, tout à fait. Mais tu as vraiment développé ce sens. Et je pense que c'est un sens qui est, moi, la première, qui est vraiment pas assez utilisé en hypnose, en accompagnement en général, en fait. Ah oui, c'est clair.
on privilégie tellement notre visuel, ah, j'ai vu le micro-mouvement, la micro-expression, le machin, le truc, Oui, alors qu'en fait, t'entends tout, c'est ça. fais attention. Et tu fermes les yeux, Mm. essaye de fermer les yeux. Est-ce que tu sentiras aussi le même signaling? Tu vois? Mm. Ce qui est intéressant depuis tout à l'heure, c'est qu'il y a ton chat aussi qui est là. Oui. Il bronche pas, quoi. Non, il bronche pas, Hallucinant. ouais. Il Il a la ouvre tête juste baissée. les oreilles, là. Il a ses oreilles qui bougent. Et je suis sûre qu'il est sensible à aux voix qu'il entend, la tienne, la mienne. C'est incroyable. Les animaux, ils sont aussi. Mm. Ouais, ça, c'est quelque chose que j'ai remarqué. Moi, je faisais mes séances pendant longtemps et là, j'ai recommencé chez moi. Et alors, lui, à partir du moment où l'hypnose commence, et pourtant, je change pas vraiment de timbre de voix. Moi, je suis pas du genre à baisser tranquillement. Oui, Ça, je fais ouais. pas trop. Et ben, lui, par contre, il se calme, il se pose et il dort. C'est super. Sur les Ouais. clients, souvent. C'est pas fou, mais bon, Ah, merde, c'est génial. ils adorent, eux. Super. Donc, ça a une vraie, ouais, l'impact de la voix. Et donc, Ah du coup, oui, dans tous tes stages, on peut apprendre justement à poser sa voix c'est et ça. aussi notre Mais en posture. fait, il y a donc des techniques de pose de voix, mais très simples, hein, très simples, du travail un petit peu à faire au début quand même, pour s'entraîner, mais lié à un développement personnel, forcément. C'est Mm. lié à quelque chose de thérapeutique pour le praticien. C'est-à-dire que la voix, c'est quand même l'identité de la personne, donc on va toucher à des sphères émotionnelles, et il y a tellement de personnes qui n'aiment pas leur voix. Mm. Moi, c'est parti de là. Moi, quand j'avais 11 ans, je me souviens, j'étais au collège et on se moquait de ma voix. On disait: «Ah, une voix de bébé, t'as une voix de bébé», parce que j'avais une voix très, très claire, très aiguë. Mhm. Ma mère a une voix très claire, très aiguë, c'est sa maman qui chantait de l'opéra. Bon, ben, j'ai dit: «Bah, d'accord». Donc, j'étais très mal. Hein. Toute l'année de sixième, j'étais très, très mal avec ces humiliations. Et j'ai dit: bah, je vais chanter, tiens. Voilà. Je vais transformer ma voix. Et la voix de l'opéra, c'est une voix trafiquée. Hein. C'est pas une voix naturelle du tout. Donc, Ok. Et du coup, t'as réussi à transformer ta voix. ben ouais. C'est génial. Ah Et ouais. du coup, dans tes stages, attends, j'avais une question que j'ai zappée. Ouais. Je me disais, ah oui, ça me fait très, très penser, super la phrase, ça me fait beaucoup penser à un conteur en fait. Tu Oui, vois, c'est et complètement ce côté un ça. peu conteur qu'on a aussi en hypnose des fois, alors pour ceux qui adorent raconter les métaphores, Oui, c'est vraiment ça, mais tu ça peut vois, vachement aider quoi. quand tu racontes une histoire à un enfant, Ouais. souvent on change notre voix. Oui. On parle à un enfant comme ça. Et alors, il était une fois l'histoire des trois petits cochons. Tu vois, on change notre voix. C'est très bizarre quand même. Alors, je pense que c'est pas bon de faire ça tout le temps en séance, parce que déjà, les gens, ils vont se dire: «Non, mais attends, ça va, je suis pas un gamin», ou je sais pas, il va y avoir une réaction peut-être compliquée, et surtout, ça peut fatiguer la voix de la changer comme ça. Mhm. Prenons notre voix naturelle, mais avec de l'expressivité, avec de l'expression dedans. Et si la personne, elle vit quelque chose de très dur dans sa vie, de très triste, de très dramatique, évidemment, tu ne vas pas te ramener avec ta voix tout enjouée là. Il faut aussi écouter le ton pour d'abord prendre son ton le même ton, le même ton de tristesse, de dureté, comme ça. Et petit à petit, tu l'éclaircis. Et ça, j'apprends ça pendant mes stages, effectivement. J'apprends à moduler les tons de voix en fonction des réactions, etc. Ok. Hyper intéressant. Ouais, bah, en fait, on est notre instrument de travail, hein. Notre voix, Ah, c'est c'est ça. notre instrument. On est humainement, notre voix, elle est dans notre corps. Donc, si tu es en mauvaise santé, si tu n'as pas une bonne posture, si tu manges pas bien, c'est une discipline, hein, la voix. Hein. Si tu veux garder une voix en bonne santé, c'est presque un boulot de sportif de haut niveau, quoi. Ok, parce que la voix, ça passe par tout ça, parce qu'on mange, par... Ah ouais, les aphonies sont souvent dues à des reflux gastriques, par exemple. Ok. Donc, des mélanges d'aliments qui ne conviennent pas. Donc, hop, on cible les aliments qui ne conviennent pas et on enlève souvent trop de produits laitiers. Il faut mieux éviter les Mm. produits laitiers, par exemple. Ok. Non, mais c'est... Je te rejoins totalement, on est l'instrument Mm. de De nos notre travail. séances, en fait, de notre C'est ça. travail, Mm. et du coup, ça demande à prendre soin de nous, que ce soit au niveau, ben, comme tu dis, de la voix, au niveau de notre bien-être intérieur, au niveau de notre connaissance de nous, C'est ça. etc., quoi. Voilà, bah, c'est ce que je fais dans mes stages. C'est génial. Oui, j'adore. Ah, mais moi, j'adore. J'adore transmettre tout ce que je sais déjà sur le domaine vocal, et puis tout ce que je pratique en hypnose, ben, on y va ensemble. Alors, j'invite pas que des hypnos à mes stages. Ouais. Et ils adorent.
Ils adorent, c'est-à-dire, moi, j'aime bien qu'il y ait un peu d'éclectisme. Mmh. Donc, j'invite des comédiens, par exemple, des enseignants, des formateurs. Moi, les formateurs, un peu moins, ils se mélangent un peu moins aux praticiens, mais voilà, ou des personnes qui parlent toute la journée dans leur métier, qui sont peut-être pas forcément praticiens. Il y en a beaucoup, hein. Mmh. Ces personnes qui sont au téléphone toute la journée, qui sont dirigeants OK. d'entreprise. Donc on va Voilà. pas forcément parler d'hypnose dans tes stages, mais quoi qu'il arrive, tout ce qu'on en apprend. Ah ben, en fait, je mets les gens en état de transe et je les passe un par Oui. un quand même. Donc il y a quand même ils bénéficient tous d'une séance individuelle devant un petit public, ce qui fait aussi une petite prise de parole en public, et cetera. Mais c'est très ludique, hein, ça reste très Mmh. ludique, c'est profond, on rit, on pleure et tout, mais ça reste des jeux, un peu comme du théâtre, quoi. Mmh. Et franchement, c'est bluffant. Je fais un avant, un après. Je fais Ouais. la voix, un enregistrement sur une petite phrase: «Bonjour, je m'appelle untel et je suis ta ta ta», dès qu'ils arrivent et on refait ça, le lendemain, à la fin du stage et la différence, on dirait 2 personnes à chaque fois. Ouais. C'est Ouais, juste tu bluffant. disais bonjour, je m'appelle untel, et tout de suite je pense bah, sa manière de se pitcher, de se faire connaître, d'aller Oui, en de plus. parler là avec une personne de démarcher des médecins, enfin, voilà, juste de parler de Mmh, nous en fait et de notre travail et comment on se présente. c'est ça. Rien que ça en fait, c'est énorme. Quand on veut avoir des clients, enfin en tout cas je parle pour les débutants là qui écoutent le podcast, il va y avoir des débutants et que tu veux te présenter et que tu sais pas comment te présenter. Déjà t'as pas les mots, les bons mots, mais en plus t'as pas En la plus, voix, t'as pas la posture, t'as rien. c'est mais ouais, tu vois, un bonjour avec un beau B, Mm. ça change tout. C'est comme allô, c'est pareil. C'est une ouverture. Bonjour, je m'appelle papa et je fais ça comme métier, je suis un tel. Mhm. Ok, Mm. bien intéressant. Bah ouais, Forcément, je vais te poser la question des échecs dans ta les pratique. échecs. Donc Ouais, tu nous alors en as raconté. Alors je sais pas si tu considères ça comme des échecs parce que des personnes qui se sont suicidées sont quand même un sacré. En tout cas, je pense que c'était vraiment chouette de le raconter pour expliquer aux gens que ben on n'a pas tout le temps ouais, des ouais, bons retours et qu'il y a des fois c'est très dur. Et je crois que, et alors je sais plus où, je crois que ça arrivait au moins une ou deux fois dans la pratique d'un accompagnant dans sa vie qu'il ouais. y avait des personnes qui se suicident. Ah oui, oui, alors moi 2 fois à 2 mois d'intervalle, après 1 an d'hypnose, je vais te Ouais. dire, je me dis: «Bon, bah, je commence bien, au moins, j'aurais vécu ça». Bon, après échec, j'aime pas trop ce mot parce que, si cette dame là dont je te parlais, avec qui était Mm. très dure et qui j'ai pas réussi, enfin elle a pas réussi, elle a pas perdu de poids avec moi, voilà. Elle voulait perdre du poids, mais elle avait franchement, elle était pas obèse en plus, hein, elle voulait grappiller sur 5-6 kilos, bon, mais elle revenait me voir tout le temps. Elle était contente parce qu'elle avait plus d'énergie déjà. Bon alors moi j'ai cherché, hein, cherché par plein de trucs, mais je sentais qu'il y avait un en fait elle était vraiment odieuse quoi. Elle était odieuse avec moi. Mm. Donc moi je pouvais pas là. Pour moi ça c'est un échec parce que j'ai peut-être trop attendu. J'aurais dû lui dire tout de suite que j'étais pas la bonne personne. Ok. Quand tu l'as Et senti. ouais, je l'ai senti au bout de même, dès que je voyais son nom: «Ah mince, elle revient celle-là», tu vois? Mm. J'aurais dû tout de suite dès la deuxième lui dire: «Écoutez, non là, je pense que ça va pas, hein, je suis pas la bonne personne pour vous, c'est tout». Et j'ai attendu. Mm. Je me suis dit: «Bon, bah, je vais bien arriver quand même», tu vois? Ouais. Ça, Ouais, c'est l'erreur. Je pense que si on n'est pas content d'aller au boulot parce qu'on voit des gens qu'on n'aime pas, ça va être compliqué je dirais d'avoir des résultats, probants, quoi. Oui, complètement. Bah ouais. Ouais, ouais, moi, c'est des choses qui me sont arrivées. Alors, ou d'avoir peur de mes clients, de certains mecs Ouais, en tu vois? séance. Moi ouais, avoir peur. Et, Ouais. et il y a une fois où j'ai fini avec un couteau pas loin de moi. J'ai dit, c'est bon, lui, Ah je le oui! revois plus jamais. Ouais, et Ah merde. une espèce de psychose, en fait, j'ai compris après. Et j'ai mis fin au truc, en fait. Quand je me suis vue faire ça, j'ai dit, ok. Mais pareil, comme toi, j'ai trop attendu. Et il y a plein Voilà. de clients où on attend trop. Et en plus, quand on débute, ce truc de, j'ai pas beaucoup de clients. Oui, Donc il y a ça. si, en plus, je Oui, leur dis non, ouais, et en fait, vaut mieux leur ça dire non quand même. voilà, il y a l'aspect financier, C'est ça c'est ça. sûr. On se dit: «Ah bah non, si en plus j'en refuse, Mm, déjà on n'est pas beaucoup», et en fait le bouche à oreille, il marche très, très vite, hein, et très bien d'ailleurs, mm. Il vaut mieux mais qu'ils mâchent bien dans ce sens en disant bah désolé, je suis pas la bonne personne, voilà. voilà, que de faire un accompagnement tout pourri où la personne elle va pas obtenir ce qu'elle veut et qu'elle te fasse Oui, une parce pub que de merde après quoi. c'est ça me fait penser, tu vois, au côté d'être trop gentil. C'est ça. On a tendance à être trop gentil, souvent.
Et en fait, non, on n'est pas là pour ça. Non, Non. pas du tout. Non, et puis je pense pas que ce soit en plus, on se croit gentil en faisant ça, mais je crois pas que ce soit très gentil d'accompagner quelqu'un où on n'est pas la bonne personne et on le sait. En plus, Tu exactement. vois? Ouais. Voilà, donc je dirais c'est plutôt ça pour moi un échec, tu vois? D'avoir trop Ouais. tardé, par peur de oui, effectivement, décevoir l'autre aussi. Ah Mmh. mince, et elle va pas parler de moi en bien ou tu vois? Ouais. Ah, réputation, ah ouais, ça c'est l'ego, hein. Donc je dirais plus ça, ouais. Après, là, tu vois, ben, depuis, j'ai pas eu vraiment de cas comme ça. J'ai décidé aussi d'arrêter les arrêts tabac. Ouais. Suite à justement trois personnes, 3 hommes qui, étaient mais vraiment détestables, quoi. Genre, la petite minette là, en face, là, elle arrivera pas à me faire arrêter. Allez-y avec vos machins là et pourtant j'ai fait une formation, hein, Mmh. sevrage tabagique avec Michel Martin, bon, et ben non. Bah, il faut dire que j'ai jamais fumé, aussi. Je suis pareil, je fais pas d'arrêt tabac parce que je comprends pas le concept, en fait. J'essaye de Voilà. fumer depuis que j'ai Bon, 16 ans, bah, j'y arrive ça pas, m'a c'est pas aidé, ça m'a pas aidé, mais je non. voulais quand même, je disais quand même, et non. Et donc j'ai décidé d'arrêter. Donc maintenant quand on m'appelle pour ça, je dis non. Ouais, je crois que c'est bien de choisir ses clients aussi, Voilà, du coup je suis tranquille, parce que sinon j'ai la boule au ventre, quoi. Si j'ai la boule au ventre en allant travailler, en me disant: «Non, mais ça j'aime pas faire ça, mais Ouais, c'est» tu es en échec direct. Ça, c'est un échec, tu vois? ouais, aller travailler avec la Partir boule au avec ventre. la boule au ventre et te dire: «De toute façon, là, voilà, je suis pas bien avec ça», bah, ah, c'est mort, là. Ouais, Et tu ouais, peux c'est pas te créer un bon rapport. Tu peux pas oui, puis alors avoir la boule au ventre quand tu es à ton compte, en plus, indépendant, tu l'as choisi, tu te fais chier avec tout l'URSSAF et compagnie pour être indépendant, c'est oui, pas simple. Si en plus tu vois pas les gens que tu as envie de voir, en ça plus, fait beaucoup. c'est ça. Et en plus, ça te rend OK. malade après, donc c'est pas la peine. Mmh. OK, super. Est-ce que tu aurais Voilà. un petit conseil pour tous ceux qui débutent et qui écoutent le podcast? Parce qu'en plus, toi, Alors pour j'aime ceux beaucoup qui ta débutent, détermination, ta ouais, discipline et ta détermination. C'est 2 choses qui, je pense, oui. on peut, Ah oui, je suis très peut disciplinée, moi, combiner. ça, c'est sûr. Discipline et détermination. Je dirais, de vraiment de tout en prenant soin des autres, parce que c'est un métier où on prend soin des autres, de vraiment pas s'oublier, quoi. C'est-à-dire de prendre soin de soi, de prendre de pas faire enfin, moi je suis pas comme ça, c'est mon avis, hein, de pas faire des journées non-stop que des séances, que des séances, que des séances. Moi j'aime bien équilibrer mes journées avec de l'aération, du sport, ou du yoga ou des enfin je fais de la musculation Mmh. aussi, j'aime beaucoup depuis que j'ai repris du poids, que je vais mieux, hein, au niveau de mes maladies, tout ça. Mais je continue et j'ai besoin de ça pour un équilibre, en fait. Donc, sport, bonne alimentation, sommeil, veiller sur son sommeil, et cetera. Enfin, veiller sur sa santé, en fait, Ouais. et pas que sur celle des autres. C'est vraiment, se faire confiance que même si vous faites 2 séances par jour, il y aura le bouche à oreille, quoi. Il suffit de tomber sur une personne où vous êtes en pleine forme, vous êtes, super connecté à l'autre, vous avez un bon Mmh. rapport, bien aligné, et cetera. L'autre, il va parler de vous, hein. Il y a pas de raison. Et même si ça marche pas, parce que c'est déjà arrivé moi, même si la personne avait un objectif, c'est pas atteint, bah, elle a quand même parlé de moi, quoi. Ouais. Comme Mais quoi. c'est, je pense, très important de pas se passer après, quoi. Moi, Mmh. je suis très, sacrifice de moi, tu vois? À la maison, j'aime bien passer, les autres avant moi, donc je fais attention maintenant, ça se renverse un petit peu. Mmh. Je trouve plus d'intérêt à moi, peut-être parce que je vieillis aussi, j'en sais rien, mais je suis Non, plus mais attentive à ma santé, c'est chouette de faire attention aussi à ton équilibre voilà. pour pouvoir Et mieux même en accompagner séance. et C'est-à-dire même si en vous séance. avez, soif, voilà, moi j'ai toujours ma bouteille d'eau ou mon thermos. Je conseille beaucoup l'eau chaude, et les boissons chaudes pour la voix. C'est excellent pour, enlever les mucosités. Hem Et éventuellement un petit truc à grignoter. Si la personne attend dans la salle d'attente, c'est pas grave. Si vous avez un peu un besoin de sucre, bah, vous prenez, 10 minutes. Voilà. Mmh. Ça m'est arrivé au début de me retenir, même de faire pipi pendant 3 heures, tu vois? Parce que Mmh. les gens étaient là, et sacrifice de toujours de moi par rapport à l'autre. Non, mais après on est pas bien. Je rentrais chez moi, j'étais irritable et tout. Donc quand j'étais à Châtelet, au début, j'avais 7 séances par jour, les 2 jours de suite, mais j'étais Oh! exécrable. Oh là là! J'étais exécrable. Genre c'était lundi et mardi, le mercredi, c'était impossible de faire quoi que ce soit chez moi, quoi. Mmh. Donc c'était trop.
Au début, je pense qu'on est tellement content et enthousiaste qu'on veut tout prendre à fond. Mais là, maintenant, c'est terminé, ça. Là, c'est 3-4 séances max. Et puis, je suis très bien comme ça et j'équilibre mes journées. Je reste du coup en bonne santé et je fais mes stages et je suis contente. Voilà. Je pense qu'il ne faut pas chercher plus que nos capacités. Alors, moi, après 4, j'ai plus de cerveau, moi. 4, c'est énorme. Ah ouais, ça demande beaucoup d'énergie quand même. Ouais. Quand je formais, j'avais rencontré un formateur, il disait qu'il faisait 10 séances dans la journée. J'étais là, putain, l'abattoir, quoi. Comment chapeau, hein. Moi je félicite ces gens-là qui ont des énergies. Je sais pas, pas si je les félicite, moi, parce que franchement... Après, je sais pas dans quel état il était. Tu vois, s'il est bien avec ça. Mais, chacun après son rythme, ouais. Mais quand il rentre chez lui, il doit pas être tout frais, quoi. Il doit pas être super sympa non plus. Et ouais, c'est ça. C'est que... non, moi, quand je vais bien contrôler un petit peu tout ce que j'ai à faire, etc. Et puis après, ah non, déjà, si je me dis, là, en plus, je me suis rajouté des séances avec tout ce que j'ai à faire, là, ça part déjà, c'est pas mal. Et là, c'est voué à l'échec, certainement. Vraiment une bonne disposition d'état d'esprit, de corps, de cœur, et tout, quoi. On est un tout. Merci beaucoup. De rien. Et puis, ceux qui veulent travailler leur voix, surtout qui me contactent. Ouais, je mettrai tous les liens en commentaire pour rejoindre tes stages ou te contacter toi directement. Ouais, ça devrait être dans toutes les écoles, d'ailleurs, je crois. Vraiment. Merci Anna pour ton invitation. Merci beaucoup Anne-Sophie. Merci infiniment. Voilà pour cet épisode avec Anne-Sophie. Encore merci parce que c'était passionnant de parler de ce sujet qui à mon avis n'est pas assez abordé. Vous pouvez retrouver toutes les infos de l'accompagnement Oser se lancer, l'accompagnement pour mettre une claque au syndrome de l'imposteur et enfin se lancer dans la pratique rapidement et sereinement. Et pensez à télécharger le kit HypnoSafe, c'est le kit offert avec les 5 outils pour débuter dans la pratique. J'espère réellement que l'épisode vous a plu. N'hésitez pas à mettre des commentaires, c'est toujours intéressant d'avoir vos retours. D'ici le prochain épisode, je vous souhaite une belle journée et prenez soin de vous.